Un très grand bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session de webinaire consacrée aux ETF de la société d'investissement Franklin Templeton, en compagnie de Guillaume Dambrine, qui est le responsable du développement des ETF en France. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Imen. Alors, juste au préalable, vous rappelez que cette session se veut interactive, donc ne pas hésiter à poser vos questions, ne pas hésiter à formuler vos remarques, et nous y répondrons donc dans la mesure de notre possible, notamment à la fin de la session. Donc, Guillaume, sans plus tarder, on va présenter justement donc tes slides de présentation. Donc, Guillaume, ta présentation va se faire en notamment 3 parties. Dans un premier temps, l'idée, c'est d'envisager justement donc une présentation de Franklin Templeton. Ensuite, nous envisagerons comment investir dans les ETF de Franklin Templeton pour se positionner sur les actions américaines. Et puis, on envisagera ensuite l'investissement dans les ETF de Franklin Templeton pour s'exposer aux pays émergents, avec un focus sur notamment la Chine et l'Inde. Donc, Guillaume, sans plus tarder, je te laisse la parole. Merci Imen. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Easy Bourse de me donner l'occasion de parler de Franklin Templeton et de notre gamme d'ETF, donc qui est disponible sur le site Easy Bourse pour pouvoir les traiter. Donc sans plus tarder, donc effectivement, je vais commencer par vous rappeler brièvement qui est Franklin Templeton. Donc on est une société américaine. On a 75 ans déjà. On est toujours une société familiale puisque la famille fondatrice détient encore 40% de notre capital. Donc, ce qui permet à la société de se développer discrètement, mais on s'est, ce faisant, transformé en l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Et on sert des clients dans 155 pays. On gère 1600 milliards de dollars d'actifs et on réunit 10 gestionnaires d'investissement indépendants, chacun avec leur expertise spécialisée, une philosophie d'investissement indépendante. Et donc, on couvre une myriade de classes d'actifs, comme vous pouvez le voir sur ce camembert, ainsi que d'objectifs d'investissement. Et donc, on a dans 25 pays, répartis dans 25 pays, plus de 1600 professionnels de l'investissement pour gérer l'argent de nos investisseurs et clients et pour les conseiller. Alors, slide suivante, donc du coup, sur la répartition mondiale. Voilà, donc sur les ETF, concrètement, pour prendre le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc on a un plan très ambitieux de développement sur les ETF qui sont une partie de ce que fournit Franklin Templeton comme véhicule d'investissement. Évidemment, historiquement, on est très présent aussi sur les OPCVM, dont certains sont d'ailleurs accessibles via notre partenariat avec Easy Bourse. Pour ce qui concerne les ETF, donc notre CEO Jenny Johnson a une ambition importante pour nous qui est qu'on doit atteindre 50 milliards d'actifs d'ici la fin de l'année. On en est à 40 aujourd'hui au niveau mondial, donc on va sûrement réussir à le faire. Et comme vous le voyez ici, c'est réparti donc pour une bonne partie aux États-Unis avec 74 ETF. Et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est donc l'Europe, où on a maintenant 34 ETF qui sont cotés sur les différentes places de cotation européennes. Donc, comment est-ce qu'on arrive à ces plans ambitieux? On investit fortement dans des ressources, vente, marketing, produits, etc. Et donc, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, et puis peut-être, merci Imen pour avoir passé la slide. Effectivement, peut-être un petit rappel sur qu'est-ce que comprennent aujourd'hui les ETF en Europe. Vous avez peut-être vu dans la presse, on parle en ce moment pas mal des ETF gérés activement. Alors, ça peut être un petit peu confusant. Parce que pendant des années, on a toujours assimilé un ETF à un produit indiciel, à un produit qui réplique un indice. Et effectivement, aujourd'hui, on voit 3 grands types d'ETF qui sont proposés aux investisseurs européens. Donc, on a sur la gauche de mon tableau les ETF passifs. Donc ça, c'est ce qui a été lancé en premier, donc il y a maintenant 25 ans. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'investir dans un marché spécifique. Donc, on peut prendre le marché US, par exemple, avec son indice phare qui est le S&P 500. Et l'ETF va vraiment avoir pour seul objectif de répliquer cet indice au plus près avec le moins possible d'écart entre la performance de l'indice et la performance de l'ETF. Dans ce cas précis, le gérant de l'ETF
n'a aucune discrétion, c'est-à-dire qu'il ne peut pas décider d'acheter ou pas une valeur, il est obligé d'avoir l'ensemble des valeurs de l'indice dans son ETF. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas de discrétion. Après, on a des ETF qui sont un petit peu à la limite entre la gestion passive pure classique et la gestion active. C'est ce qu'on appelle un petit peu généralement les ETF Smart Beta. Donc là, on a une vision active dans la définition dans la définition de règles d'investissement. Donc on part d'un univers d'investissement et de cet univers, on va sélectionner avec des règles préétablies un sous-ensemble pour s'exposer à des facteurs souhaités. Ça peut être la qualité, ça peut être la value, ça peut être le momentum, etc. Donc là, l'objectif, c'est bien d'augmenter les rendements à long terme, ajustés au risque. Là aussi, une fois qu'on a défini cet ensemble de règles, le gérant n'a pas de discrétion. C'est-à-dire qu'on ne change pas les règles en cours de route, on ne va pas décider de les changer. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a toujours pas de discrétion dans la gestion du portefeuille. Et enfin, donc ce qu'on a vu arriver plus récemment, des ETF gérés activement. Donc là, vraiment, l'objectif d'investissement, c'est de générer de la surperformance par rapport à un indice de référence. Comment est-ce qu'on construit le portefeuille? Donc, c'est une vision active et la possibilité d'investir en dehors de toute contrainte d'indices spécifiques. Pourquoi investir dans ces ETF-là? Ben, là, on va chercher de la surperformance, par exemple, sur des marchés qui peuvent être inefficients. Un gérant actif va avoir la capacité, grâce à sa recherche fondamentale et à l'expertise de la société de gestion, d'aller générer sur la durée de la surperformance. Dans ce cas, effectivement, le gérant a une discrétion totale sur les positions qu'il va pouvoir mettre ou ne pas mettre dans son portefeuille. Ce qui est commun à tout, et ça c'est la caractéristique des ETF, c'est qu'un ETF, on a une transparence quotidienne des positions. Donc tous les jours, vous pouvez aller sur notre site internet et télécharger l'ensemble des positions de l'ETF et que c'est négociable en bourse. Donc vous pouvez traiter sur les marchés comme vous traitez une action. Peut-être on peut passer au slide suivant, s'il te plaît, Imen. Donc nous, Franklin Templeton, on est présent sur ces trois types d'ETF que je viens de vous présenter. Donc sur les marchés émergents, on va en parler plus en détail tout à l'heure, avec une offre assez agressive en termes notamment de frais de gestion. On est présent sur l'investissement responsable avec plusieurs solutions, des solutions très axées sur la transition climatique avec des produits qui répondent aux exigences des accords de Paris, des solutions avec des exclusions. On a proposé des obligations vertes. Donc voilà, donc tout ce qui est investissement ESG. On est présent sur les marchés obligataires, là où nous on se démarque par rapport à pas mal de nos concurrents. C'est que on propose des ETF gérés activement sur le marché obligataire. Pourquoi? Parce qu'on pense que justement c'est une classe d'actifs où les marchés sont moins efficients que sur les marchés actions, par exemple sur les grosses capitalisations. Donc, à notre sens, un gérant actif a vraiment la capacité sur le marché obligataire à générer de la surperformance sur le long terme. On a aussi des solutions axées sur les dividendes avec des stratégies dividendes et également des solutions Smart Beta multifactorielles dont je vous ai touché un mot juste avant. Alors, si tu veux, on va essayer de répondre au fur et à mesure des questions, juste aux questions qui sont posées. On a une première question qui est posée par Sébastien et qui demande en fait quelle est la différence, Guillaume, entre un ETF actif et un OPCVM? Alors, la différence, c'est que l'ETF actif, alors en soi, dans la gestion que fait le gérant, il n'y a pas forcément de différence. La grande différence, ça va être la transparence quotidienne des positions du produit. Souvent, une politique commerciale, c'est-à-dire donc des frais de gestion relativement plus compétitifs qu'un OPCVM. Et enfin, autre avantage très important, c'est la possibilité de traiter cet ETF tout au long des horaires de négociation sur une bourse. Alors, je te propose de passer à la slide suivante, donc qui du coup va concerner les actions américaines et notamment comment se positionner sur les actions américaines avec les ETF de Franklin Templeton. Donc, je te laisse présenter. Merci, Imen. Donc, comme vous le savez, évidemment, on a une nouvelle administration en place depuis quelques mois maintenant, qui a généré beaucoup de volatilité sur les marchés depuis le début de l'année. Concrètement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ce qu'on peut remarquer, c'est que le consensus, on va dire, est encore modérément optimiste
dans le sens où aujourd'hui, le S&P, il est à 5870 et la médiane des prévisions des analystes se situe autour de 6500. Donc, avec quand même un potentiel de hausse par rapport à aujourd'hui. Ce qu'on a vu tout au long de l'année, donc c'est le graphique de droite, vous voyez les grosses barres, ce sont les plus hauts et plus bas de ce que envisagent tous les analystes, et le point orange, c'est le médian. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le spectre s'est énormément élargi au cours de l'année. Et là, actuellement, on est à 5500 pour les plus pessimistes et à 7000 pour les plus optimistes. Donc, ça s'est encore amplifié. Donc, ce qui prouve, en fait, la grande incertitude qui règne aujourd'hui dans les marchés et effectivement, qui a été notamment causée par un certain nombre d'annonces de Donald Trump sur les tarifs notamment. Alors justement, par rapport à ça, tu dis que les tarifs douaniers ne sont qu'une partie de la politique économique américaine. Absolument. Alors déjà, pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé à la première administration Trump, à l'époque, il avait commencé par faire des réductions fiscales. Donc, on avait les marchés qui avaient beaucoup monté au début de sa première présidence. Après, on a commencé la guerre commerciale, notamment avec la Chine. Et là, on voit qu'il y a eu beaucoup de volatilité. Donc, c'est le rectangle orange sur la gauche. Donc là, beaucoup de nervosité sur les marchés, et notamment avec des fortes baisses. Et puis après, on voit sur la droite, ça c'est le USMCA, c'est l'accord entre les US, le Mexique et le Canada qui avait été signé sous la première administration Trump, où les marchés ont remonté. Donc, cette fois-ci, en 2025, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il commence par les tarifs. Donc, ça, c'est ce qu'on a vécu depuis le début de l'année. Hein, donc, forte baisse du S&P, forte augmentation de la volatilité. Mais attention, il a quand même prévu dans un deuxième temps, nous on pense que ça va être fin 2025, début 2026, de mettre en place la deuxième partie de son programme, c'est-à-dire de fortes réductions d'impôts. Donc, pas d'impôts pour les personnes qui gagnent jusqu'à 150 000 $. Ça donne une bonne idée du niveau de salaire d'ailleurs américain par rapport au niveau de salaire européen. Réduction de l'impôt sur les sociétés à 21%. Enfin bon, tout un tas d'incitations fiscales qui vont a priori redonner du pouvoir d'achat aux Américains, relancer la consommation et donc potentiellement avoir un impact positif sur la volatilité et deux, les cours des marchés américains. Ce dont on se rend compte quand même, c'est que cette administration fait des annonces tonitruantes, mais après, l'impression qu'on a, c'est quand même qu'à la fin, ce qu'ils veulent obtenir, c'est un deal qui soit un petit peu plus favorable que les conditions qu'ils ont actuellement. Donc, j'ai l'impression que le marché aujourd'hui a intégré cela. Si on peut passer au slide d'après. Oui. Parce que en termes de volatilité, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc concrètement, vous voyez ici sur la gauche le nombre de jours depuis 1990, le nombre de jours où l'indice S&P a varié de plus de 1% en un an. La moyenne, c'est 65. Et donc, vous voyez, toutes les années après, donc il y a eu des années avec beaucoup de... Donc, 2020, évidemment, c'est le Covid, et 2022, c'est la guerre en Ukraine. Là, pour l'instant, cette année, on en est à 35 jours depuis le début de l'année, donc sur 91 jours de bourse, ce qui, si on annualisait, ferait 100 jours. Cependant, la volatilité a déjà beaucoup reculé par rapport au plus haut qu'on a observé au mois d'avril. On était à plus de 50 début avril lors du fameux Liberation Day. Aujourd'hui, donc ça c'est l'indice VIX qui mesure la volatilité des marchés américains, qu'on appelle aussi l'indice de la peur. Et donc aujourd'hui, il est revenu à 18 environ. Donc on semble quand même avoir digéré un petit peu toute cette première période de volatilité suite aux annonces tonitruantes de l'administration Trump. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est à quel point ça peut coûter cher de ne pas être investi sur les marchés américains. Là, on prend un exemple, donc c'est la droite de mon tableau. Vous prenez 35 ans d'investissement, donc vous avez investi 10 000 $ en 1990. Si vous êtes investi tous les jours, au 31 décembre 2024, vous aviez 340 000 $. Donc, on parle de 35 ans d'investissement, ça fait quasiment 10 000 jours de bourse. Si vous avez raté les 5 meilleurs jours, vous avez déjà raté un tiers de la performance. Si vous avez raté les 10 meilleurs jours, vous avez raté la moitié de la performance. Donc, 10 jours sur 10 000, ça fait pas beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'en fait,
on se rend compte que vraiment la clé, c'est de rester investi sur la durée. Effectivement, bon, le problème, c'est si on a besoin de l'argent pile au mauvais moment, mais concrètement, ces chiffres sont quand même très parlants. Si vous ratez que les 100 jours, vous êtes carrément en négatif depuis 1990. Donc, et 100 jours, ça fait 1% du nombre de jours depuis 35 ans. Donc voilà, notre point de vue, c'est qu'il est important de rester investi. Et notre deuxième remarque, c'est qu'on pense, dans tous les cas pour cette année, que les gros pics de volatilité sont derrière nous. Ce qui t'amène en fait à justement dire que Franklin Templeton dispose d'une gamme complète pour investir sur le marché des actions américaines. Absolument. Donc, on a plusieurs solutions, nous, pour investir sur les marchés actions américaines. On a un gérant américain, donc on a pas mal de solutions et on est assez connu pour nos ETF sur les marchés américains. Donc, le premier que vous voyez à gauche, qui s'appelle le Franklin US Equity, ça, c'est quand je vous parlais tout à l'heure des différents types d'ETF, celui-là, on peut le qualifier d'un smart beta. C'est un portefeuille qui est construit en prenant en compte 3 facteurs, la qualité, la value et le momentum. Concrètement, c'est un peu la philosophie d'investissement de Franklin qui est intégrée dans un modèle systématique, donc avec des métriques très précis qu'on va calculer. Et donc, on cible les entreprises de qualité à un prix raisonnable. Son objectif, c'est de viser un rendement stable et une surperformance sur un cycle complet. Ensuite, on a une stratégie US avec une amélioration des dividendes par rapport à ce que payent les actions américaines. Donc, en gros, le taux de dividende du S&P 500, c'est à peu près 1,2% aujourd'hui. L'ETF, il paye 2%, donc c'est quand même un taux amélioré. L'idée sur les US, c'est que une grande proportion de la performance de votre investissement va être générée par l'appréciation des cours et assez peu finalement par les dividendes. Contrairement à l'Europe où une énorme partie de la performance de votre investissement va être générée par les paiements de dividendes. C'est pourquoi on a décidé d'offrir une amélioration, mais d'être toutefois vraiment très exposé au marché US dans son ensemble. Donc cette stratégie a été construite comme ça pour avoir peu de biais sectoriels qui sont en général les problèmes qu'on rencontre avec des stratégies dividendes classiques. Ensuite, on parlait des investissements avec une notion écologique responsable en introduction. Vous avez le Franklin S&P 500 Paris Aligned. Donc celui-ci, l'idée, c'est vraiment d'avoir un fort angle pour réduire le risque climatique et investir dans un panier d'actions qui émet au moins 50% de moins de gaz à effet de serre que le S&P 500. Et donc, on communique tous les ans concrètement combien est-ce que le portefeuille a émis de moins que si on avait été investi dans les marchés, enfin sur le S&P 500 classique. Donc ça, c'est si vous avez un objectif dans vos investissements climatiques. Après, vous avez le Franklin S&P 500 Screen. Donc ça, je ne vais pas m'y attarder. Vous achetez vraiment le S&P. Il y a quelques exclusions ESG, mais concrètement, en termes de performance, c'est quasiment le S&P. Et enfin, le dernier qu'on a lancé il y a peu de temps, c'est le US Mega Cap. Donc, vous avez ici les 100 plus grosses capitalisations boursières américaines. Donc, là, c'est si vraiment vous voulez parier sur les 100 winners, on va dire, américains, vous pouvez utiliser cet ETF-là. Et vous êtes systématiquement exposé aux 100 plus grosses capitalisations américaines. On poursuit du coup avec une exposition aux pays émergents. Absolument. Donc, je te laisse là aussi présenter les slides. Alors, donc, on va parler des marchés émergents. Donc, ils sont nombreux, les marchés émergents. Donc, ce tableau qui peut paraître un petit peu indigeste, là, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'en fait, c'est très difficile de considérer les marchés émergents comme un bloc uniforme. On voit qu'il y a des écarts de performance énormes et c'est pas toujours les mêmes qui tirent la performance des marchés émergents suivant les années. Donc, pour nous, si tu peux passer au slide d'après, Imen, oui. L'idée, c'est en fait vraiment de pouvoir accéder au potentiel et à son idée sur chaque marché. Là, on regarde par exemple depuis 2000 jusqu'à 2025, la Chine plus 816%, l'Inde plus 789, le Brésil moins 138. Donc, si en fait on fait un pari global sur les marchés émergents,
Et ben effectivement, on avait peut-être vu juste sur la Chine, mais on n'a pas vu. Mais du coup, on va être un petit peu, on va dire, désavantagé par ce qui se passe au Brésil, par exemple. Alors, slide suivante. Oui, depuis juste celle du dessus. Donc celle du dessus, c'est pareil, hein, c'est depuis le début de l'année. Ça explique aussi que les performances des marchés, ben, rien que sur même sur 4 mois, les divergences sont assez fortes entre entre les différents marchés. Concrètement, vous voyez Taïwan qui est très exposé aux exports vers les US, qui du coup a assez mal performé depuis le début de l'année. Le Brésil qui va plutôt en profiter parce qu'ils sont un fournisseur, parce qu'en fait ils profitent des guerres commerciales entre les US et la Chine, et donc eux a très bien performé depuis le début de l'année. Donc on voit que vraiment l'intérêt c'est d'aller chercher un pays, une idée sur un pays et la mettre en place via un ETF ad hoc. Donc si on passe au slide d'après, effectivement, on voit que là, on fait un focus sur ce qui se passe concrètement avec les guerres tarifaires de Trump. Ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, on parle beaucoup de la Chine et de l'impact que ça va avoir sur la Chine, le fait que Trump mette des tarifs en place. Concrètement, le tout petit bout vert que vous voyez ici, c'est le poids des exportations de la Chine vers les États-Unis dans le PIB de la Chine. Donc c'est 2,5%. Ça a fortement réduit ces derniers temps, notamment parce qu'il y a déjà eu une guerre commerciale pendant la première administration Trump. Donc à l'époque, on était à 3,5%. Donc ils ont déjà en fait diversifié leur source de contribution à leur PIB. Et on le verra plus tard, l'importance de la consommation chinoise est de plus en plus importante dans le PIB. Donc il faut toujours mitiger en fait ces problèmes de guerre commerciale. Pareil pour l'Inde, dont on va parler un petit peu plus en détail. Comme vous le voyez, relativement peu sujette aux tarifs mis en place par l'administration Trump. Beaucoup plus pour Taïwan, et on parlait juste à l'instant de la performance disparate entre les différents marchés émergents suite à la mise en place de ces tarifs. Eh bien, on voit que la Taïwan, elle dépend à quasiment 12% en termes de PIB des exportations américaines. Donc, voilà. Donc, nous, ça, c'est les 5 ETF émergents monopays que nous, on propose chez Franklin. Donc, l'idée, c'est vraiment d'affiner son exposition au marché émergent en accédant pays par pays. Donc, avec la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, l'Inde, le Brésil et le dernier né de notre gamme qui est l'Arabie Saoudite. Donc des briques pures. Des briques pures de construction ouais. de portefeuille, absolument. Et pour aussi s'investir tactiquement à ces produits. Donc là, vous voyez ces ETF. Ce qui nous démarque de nos concurrents, c'est qu'on travaille avec un fournisseur d'indices qui s'appelle FTSE, là où beaucoup de nos concurrents travaillent avec MSCI. Les indices ne sont pas construits exactement de la même façon. Par exemple, pour l'Inde, ça nous a été assez favorable parce que on va chercher plus de small et mid cap dans notre indice FTSE. Et comme ce segment de marché a été un fort contributeur à la performance de l'Inde ces dernières années, notre ETF a mieux performé qu'un ETF sur le MSCI. Également, ce qui nous distingue, comme vous pouvez le voir sur la droite, c'est les frais de gestion. Donc, c'est l'avant-dernière colonne qui est en surligné. Donc, on est à 19 points de base sur Brésil, Chine, Inde et Taïwan. Sur la Corée, on est à 9 et sur l'Arabie Saoudite, on est à 39 points de base. Et vous voyez sur la droite la moyenne de nos concurrents. Donc, on est vraiment très, très bien positionné en termes de frais de gestion sur notre offre d'ETF sur les marchés émergents. Sur le slide d'après, on voit un impact en fait de ces frais de gestion sur un investissement de long terme. Mais en fait, effectivement, plus le marché, plus votre vision de marché performe bien, c'est-à-dire plus votre position se bonifie, plus les frais de gestion vont être importants et donc plus l'écart à la fin va être différent entre un ETF chargé à 19 points de base comme le nôtre ou un ETF chargé à 70 points de base. Donc, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte dans les décisions d'investissement. Les frais de gestion, ça impacte les performances très clairement de nos investissements.
un rapide focus sur nous, qu'est-ce qu'on voit, ce qui se passe en Chine aujourd'hui. Pourquoi on est positif sur la Chine et positif sur court, moyen, long terme. Tout d'abord, les politiques de relance couvrant différents domaines, ils ont montré, le gouvernement chinois a montré une détermination sans faille à soutenir son économie en déployant des politiques de relance à plusieurs niveaux, sur plusieurs années, sur différents domaines, que ce soit sur la consommation, que ce soit sur l'immobilier, etc. Autre chose, donc ça, on parle vraiment de la puissance de la consommation intérieure. Donc, on le voit sur la droite, la consommation intérieure aujourd'hui, c'est 56% du PIB chinois. Donc, c'est énorme en termes de participation à la croissance. Autre chose sur laquelle la Chine est en train d'émerger et de façon redoutable, c'est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous avez tous dû voir ces derniers mois les nouvelles sur DeepSeek. Ils ouvrent vraiment un nouveau chapitre dans l'intégration de l'IA. Ils sont très avancés sur ce secteur et ils sont en train également d'augmenter massivement leurs dépenses d'investissement dans la recherche dans ce domaine. La Chine, c'est aussi un leader incontesté des véhicules électriques et des batteries pour les véhicules électriques. Donc, ça va être vraiment un acteur majeur de la transition écologique. On sait qu'on doit tous, qu'on va tous être obligés d'acheter des véhicules électriques en Europe à horizon 2035, si c'est confirmé. Effectivement, la Chine est dans une position absolument favorable pour profiter de cette transition. Et enfin, innovation de classe mondiale en matière de produits robotiques. Ils sont très précurseurs là-dessus. Donc en résumé, le marché chinois, donc ils ont augmenté le PIB par habitant entre 2000 et 2024. Donc sur 24 ans, ça a été multiplié quasiment par 14. Et c'est encore en train de continuer. Même si ça se fait à des rythmes moins soutenus, c'est encore en croissance. 56%, comme je vous le disais, de la consommation intérieure qui représente le PIB. 500 millions de personnes aujourd'hui en Chine appartiennent à la classe moyenne. Variation annuelle du PIB, donc on est à 4 en 2025 par rapport à 1,4 sur les marchés développés. On est en prévision à 4 en 2026 par rapport à 1,6 dans les marchés développés. Donc on voit bien le potentiel de croissance de ce pays encore aujourd'hui, qui représente tout de même 17% du PIB mondial aujourd'hui. Donc passer à côté de la Chine, c'est quand même passer à côté d'un gros bout de l'économie mondiale. Pourquoi en Chine, c'est important de prendre un indice large où il y a toutes les classes d'actions chinoises, donc notamment les A, les H et les P-chips. En fait, les H et les P-chips, c'est des sociétés qui sont cotées à Hong Kong, mais qui sont pour autant chinoises. Vous avez là-dedans tous les champions de la tech chinoise, notamment. Et les A, c'est les actions chinoises cotées en Chine continentale, donc qui représentent quand même 18% de l'indice. Ça va vraiment vous permettre de vous exposer à la relance de la consommation chinoise. Donc c'est, à notre sens, vraiment important d'être exposé à un indice tel que celui-ci pour pouvoir profiter de tous les leviers qui sont en train de tous les drivers de performance qui sont en train d'être activés sur la Chine. Et enfin, donc, je finirai par l'Inde, absolument. Donc l'Inde, on a vu en termes de performance ces dernières années, ça a été fantastique. Il y a eu une petite correction depuis le début de l'année, mais déjà avec des prises de bénéfices qui étaient attendues, ils sont quand même exposés d'une certaine façon à ce qui se passe avec les États-Unis. Pour nous, pourquoi on croit à l'histoire indienne sur le long terme, c'est que c'est 1,45 milliard de personnes, c'est le pays le plus peuplé au monde, ça continue à croître. 4,3 trilliards de dollars de dépenses de consommation prévues en 2030 contre 2,4 aujourd'hui. Donc c'est quasiment un doublement sur 6 ans. Donc c'est énorme. 71% du PIB qui vient de la consommation intérieure, d'où l'importance, comme je vous le disais sur l'Inde, d'être au maximum exposé aux small et mid cap indiennes. Donc bien faire attention aux indices qu'on sélectionne lorsqu'on veut s'exposer à ce pays. Donc on est dans un système politique assez fort, mais relativement stable, avec Modi qui a été réélu en 2024,
avec des investissements dans l'infrastructure qui sont absolument énormes, donc avec l'arrivée de trains à grande vitesse, avec des constructions d'aéroports, une numérisation de l'économie absolument incroyable, avec des paiements en temps réel, avec des systèmes d'identification biométrique, pardon. Donc vraiment quelque chose de très très dynamique qui passe directement en fait à une économie digitale. Ils passent pas toutes les étapes que nous en Europe on a passées. Ils vont directement, voilà, ils mettent pas en place de système de lignes fixes, par exemple téléphoniques. Ils passent directement évidemment au mobile, au paiement par mobile, etc. Donc voilà, ça va très vite et des politiques gouvernementales favorables pour soutenir l'industrie et pour soutenir l'investissement étranger en Inde. Donc c'est une histoire de croissance séculaire. Nous, on y croit sur le long terme. Effectivement, il y avait eu un énorme engouement sur l'Inde suite à la première administration Trump, beaucoup de relocalisation d'industrie de Chine vers l'Inde. Donc, ils ont vraiment profité un petit peu d'un effet d'aubaine qui a fait un apport massif de capitaux en Inde. Donc là, voilà, petite pause, mais l'histoire sur le long terme, nous, on est vraiment convaincus. On a une équipe de gestion sur place en Inde donc avec des analystes locaux qui à chaque fois qui viennent nous voir pour faire des présentations ici, nous font part du dynamisme de ce pays qui est vraiment absolument incroyable. Donc voilà, juste ce qu'il y a à retenir, c'est les États-Unis, on peut pas passer à côté. Il faut être investi aux États-Unis et ça coûte cher de ne pas y être comme on a pu le voir. Et c'est compliqué de timer le marché. Donc notre conseil, c'est d'investir régulièrement et de rester investi. Et après, vraiment des opportunités à saisir sur la Chine et l'Inde, notamment avec des économies très dynamiques, avec une démondialisation qui va probablement s'accentuer et donc avec ces zones qui vont émerger encore plus qu'aujourd'hui. Alors, avant justement d'arrêter le partage de présentation, j'aimerais faire état effectivement d'un dossier qui a été réalisé sur easybourse.com et qui rend compte donc de bien sûr qui est Franklin Templeton, mais surtout de l'ensemble des ETF qui donc sont disponibles sur EasyBourse. Donc, vous avez cette possibilité du coup de tous les retrouver avec en fait en un clic la possibilité également d'atterrir sur la fiche valeur, la fiche transactionnelle qui donne accès au DCI et qui permet justement de se positionner à l'achat sur l'ETF en question. Donc, vous avez du coup ici les pays développés qui sont mis en avant, puis vous avez également les pays émergents avec à chaque fois un descriptif et ensuite vous avez effectivement donc les ETF thématiques. Quelques mots sur les 4 ETF thématiques qui sont présentés justement dans ce dossier. Donc je les représente. Donc la métaverse et la blockchain, justement donc Future of Food, Health and Wellness et US Dividend Tilt. Donc je te laisse éventuellement en parler rapidement de ces 4 grosses thématiques. Oui. Donc US Dividend Tilt, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc je vais passer rapidement. C'est un outil qui permet d'avoir une amélioration du dividende, mais en étant exposé vraiment au plus proche possible du marché américain, du marché action américain. L'ETF, donc Franklin, intelligence artificielle, métaverse et blockchain. Donc on s'investit. L'idée c'est d'investir la thématique de ces 3 sous-thématiques. Donc d'acheter toutes les sociétés qui vont être impliquées dans cet écosystème. Donc c'est un ETF au niveau mondial. Il est quand même assez concentré sur les États-Unis, comme vous pouvez l'imaginer, c'est quand même eux qui sont plutôt leaders sur ces 3 sous-thématiques. Et donc on travaille nous sur ces ETF là avec une société qui s'appelle Solactive pour construire l'indice. Donc c'est une société qui a un système de notation en fait. Donc ils prennent l'ensemble des sociétés cotées dans le monde. Et par rapport à ces 3 sous-thématiques, ils vont attribuer un score de pertinence par rapport à la thématique. Et les 80 sociétés de mémoire qui sont dans cet indice-là, qui auront obtenu le meilleur score, vont être inclus dans notre indice. Et donc après, leur pondération va être un facteur entre la pertinence et la capitalisation boursière.
Donc voilà pour intelligence artificielle. Donc et intelligence artificielle et blockchain, c'est vraiment deux domaines très très porteurs. Pour vous donner une idée en termes de performance, depuis le début de l'année, il est revenu à moins 1,66. Donc après qu'on se soit quand même fait peur lors du mois d'avril notamment. Et dedans, vous avez bien sûr du Meta, vous avez du Broadcom, vous avez du Microsoft, vous avez du Nvidia. Donc voilà, un panier un peu punchy. Mais vous avez aussi du Taiwan Semiconductor dedans, parce que ils sont producteurs de puces. Et donc, bien sûr, tout ça, ça sert dans la blockchain et dans l'intelligence artificielle. On a besoin de beaucoup de puces. Donc voilà, il n'y a pas forcément que de la tech pure. Après, donc Future of Food, là, c'est tout ce qui va être. Donc, vous allez avoir des sociétés du secteur de l'alimentation, mais aussi, par exemple, vous allez avoir John Deere, parce que John Deere aujourd'hui sont en train d'inventer entre guillemets les tracteurs de demain, donc qui vont être qui vont être plus efficients, bons pour l'environnement, pour pouvoir produire plus pour nourrir la population mondiale qui continue à grossir. Donc là, vous allez avoir des sociétés qui font des engrais, les engrais du futur, tout ce qui est agriculture, donc tout ce qui est, par exemple, toutes les fermes verticales, tout ce genre de choses. Vous allez être exposé à ce genre de thématiques. Là, il y a en plus un filtre en plus sur, il faut que ce soit bon pour la planète entre guillemets. Donc du coup voilà, on est bien sur le future of food. C'est pas que l'alimentation de maintenant, c'est ce qu'on va en faire. C'est comment nourrir le monde demain. Et enfin, Future of Health and Wellness, donc c'est un santé concrètement. Et là, même principe, donc on va chercher effectivement des sociétés qui sont aujourd'hui secteur santé, mais aussi des sociétés qui vont être impliquées là-dedans, des sociétés tech qui sont en train de travailler sur l'IA, parce que l'IA va avoir un énorme impact sur la médecine. Donc du coup, je rappelle, vous retrouvez ce dossier s'informer sur le site internet et vous avez la possibilité du coup de voir les descriptifs justement de ces ETF, sur quoi ils sont investis, quel est leur objectif d'investissement notamment, et de cliquer directement sur la fiche valeur qui vous permet de voir notamment les performances, l'évolution des performances year to date. Alors, parmi les questions, dans un premier temps, y a-t-il dans la gamme des ETF qui sont éligibles au PEA? Alors, on en a un qui est notre ETF sur le Stoxx 600 Europe, Paris Aligned. Pour compléter ma réponse sur le PEA, on va bientôt lister à Euronext Paris un ETF sur des dividendes européens qui a une performance incroyable et qui donc du coup est éligible au PEA et sera disponible sur Easy Bourse parce qu'il sera coté sur Euronext Paris. Sur Euronext Voilà. Paris. On a vu tout à l'heure justement plusieurs ETF sur les pays émergents, parmi lesquels celui exposé à l'Arabie Saoudite. Il y a une question de Jean-Alain qui demande est-ce que tu sais quels secteurs sont fortement représentés dans cet ETF? Oui, alors le plus gros secteur, c'est la finance, avec plus de 41% de poids. Alors c'est un indice qui est assez concentré sur l'Arabie Saoudite, parce qu'on a 66 valeurs dans le fond. Donc quand vous comparez ça à la Chine ou à l'Inde, c'est très différent. Donc premier secteur la finance, deuxième secteur les matériaux avec 14% et troisième secteur l'énergie avec 12%. Donc l'énergie, je vous le dis pas qui c'est. C'est la Saudi Arabian Company qui à elle seule en fait fait 11% du portefeuille. Une autre question de Jean-Paul Guillaume qui te demande quelle est la durée raisonnable minimum d'investissement sur les ETF, notamment exposés aux pays émergents. Alors en fait, les pays émergents, on peut le faire de différentes façons. Soit on a une vue très technique en fait d'acheter dans un gros bas de marché, etc. Et là, auquel cas, son objectif d'investissement peut se réaliser assez rapidement. Mais la durée
conseiller, il me semble, de ce qu'on met dans le DC. Dans tous les cas, c'est 3-5 ans. Olivier demande, est-ce que justement, donc, on indique la liste des sociétés dans la composition de l'ETF, et donc c'est ce que tu disais en début de présentation, c'est que on est en totale transparence, et donc lorsque on va sur le site de Franklin Templeton, vous avez cette possibilité de voir la composition totale du portefeuille de l'ETF en question. Absolument. Oui, oui, tout à fait. C'est mis à jour tous les jours, quotidiennement. Et donc d'ailleurs, il y a même des liens cliquables sur le site EasyBourse pour accéder directement à notre site à nous. Et sur notre site, vous pouvez voir toutes les positions de l'ETF. La question de Pierre, c'est de savoir quel prix justement ces ETF. Sur les actions US, ça va de 7 points de base à 20 suivant les stratégies. Il y a des stratégies qui sont un peu plus chères, c'est notamment le cas de la multifacteur, la Smart Beta multifacteur qui est à 20 points de base. Par contre, le S&P 500 Paris aligné sur les accords de Paris, il est à 7 points de base. Le S&P 500 Screened, il est à 9 points de base. Les 100 mégacap US est à 9 points de base également. Et après, sur les marchés émergents, les deux qu'on a vus en détail, c'est la Chine et l'Inde. Et ils sont tous les deux à 19 points de base de TER. Jean-Paul, toujours, c'est la cotation des ETF est-elle en continu? Oui, la réponse est oui. Oui, ouais. Donc elle est en continu puisque justement donc c'est coté en bourse. Du coup, c'est les horaires de la bourse de Paris, quoi. Alors, comment est géré le décalage horaire des cotations? Alors ça, c'est une bonne question, Olivier, parce qu'effectivement, donc un ETF sur la Chine, par exemple, les sous-jacents, les composants de l'ETF à 15 heures, il n'y a pas de cotation. Donc nous, les market makers qui toute la journée mettent, donc nous, on a des contrats avec des market makers qui en fait mettent des prix toute la journée sur les bourses pour s'assurer que ça ne dévie pas. Et en fait, on estime la variation des cours parce qu'il y a quand même des instruments dérivés qui cotent toute la journée, même sur ces marchés-là. Donc, on arrive en fait à calculer le prix théorique du produit, même quand c'est pas coté. Ce que je vous conseille par contre, c'est, sauf si vous avez un impératif de traiter l'après-midi, par exemple, sur un ETF Chine, c'est au plus vous traitez tôt le matin, au plus vous aurez, entre guillemets, un prix proche de la clôture de la Chine. Et vous aurez potentiellement de décalage. De tracking error. Ouais. C'est entendu. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Du coup, il va juste me rester à remercier Guillaume pour son éclairage, pour son exposé, pour l'ensemble des informations communiquées. Je te laisse le mot de la fin, éventuellement. Oui, merci Iben pour ton accueil. Merci à vous tous qui avez accepté à ce webinaire. J'espère que le format et le contenu ont répondu à vos attentes. Et voilà, donc on est disponible via notre site internet si vous avez des questions directement sur nos ETF ou via le site internet d'EasyBourse, bien sûr, si vous avez des questions plus sur la partie trading. Voilà, j'espère que ça aura été intéressant pour vous tous et toutes. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Voilà, donc excellente fin de journée, effectivement. Merci énormément pour tous et merci surtout à toi, Guillaume, pour ta participation.